Le président de la République par intérim était ce matin à la commune 4 du district de Bamako. Dioncounda Traoré était venu encourager l'équipe communale pour le travail qu'elle abat dans le cadre du développement de la cité. Un nouveau projet pour une grande implication des femmes dans le processus électoral au Mali vient de voir le jour. Il est financé par les Pays-Bas et sera mis en œuvre par le groupe Pivot et Citoyenneté des femmes. C'est parti depuis hier pour le mois du documentaire sur le fleuve Niger, baptisé Ciné-Fleuve. Au programme, une douzaine de films consacrés à ce fleuve appelé Issaber en Songoï. C'est une initiative de l'Institut français en partenariat avec l'Institut de recherche pour le développement au Mali. Nous sommes vendredi 9 novembre 2012. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette session d'information. Le président de la République par intérim, Dioncounda Traoré, a effectué ce matin à la mairie de la commune 4 du district de Bamako une visite de courtoisie pour encourager cette mairie dont il se réclame militant avant d'assurer ses fonctions présidentielles. Cette visite du président par intérim a été perçue comme un honneur par l'ensemble du personnel de la mairie. Mahamadou Doumbia était là. À la mairie de la commune 4, le président de la République par intérim Dioncounda Traoré a reçu tous les honneurs dus à son rang. Ainsi, les représentants de la société civile, des conseillers municipaux et des personnalités de la commune 4 ont répondu à l'appel. Nous sommes très heureux que notre commune ait un maire qui invite le président de la République à notre commune pour voir ce qui se passe. C'est un honneur pour nous. Pour le maire de la commune 4, cette visite est un encouragement à l'endroit de la mairie qui doit s'investir dans le cadre d'un développement décentralisé. Nous étions très loin d'imaginer qu'un jour, dans notre commune, nous allons recevoir le chef de l'État de notre pays. Cet encouragement, nous le considérons comme tel et nous nous engageons évidemment à utiliser ce surcroît d'énergie que vous venez de nous procurer en nous rendant visite ce matin. Le président de la République par intérim qui se veut militant de la commune 4, mais actuellement appelé à d'autres fonctions, se dit prêt à soutenir cette commune comme bien d'autres. Je suis également venu vous encourager toutes et tous, vous dire que pour les conseillers municipaux, la mission dont vous êtes investis par nous, vos administrés, n'est pas une mission facile. Je voudrais également, avec votre permission, dire deux mots sur la situation que notre pays traverse, qui est une situation difficile, que nous regardions tous dans la même direction, que nous mettions de côté ce qui peut nous diviser, et qui est normal, pour regarder dans la même direction, pour faire face à ce qui aujourd'hui me semble être l'essentiel, la libération de nos territoires occupés, l'organisation d'élections crédibles qui nous permettront de mettre en place des autorités, disons, légitimes, parce qu'issues d'élections, nous ne sommes là que pour assurer une transition, et quand ces autorités seront là, je suis sûr qu'elles auront les moyens politiques, moraux, pour résoudre les problèmes qui sont les nôtres. Cette visite de courtoisie s'est achevée par la visite des locaux et un entretien avec le maire de la commune 4 qui a remis auparavant un document au président par intérim, Dioncounda Traoré. Le Danemark s'engage à soutenir notre pays à retrouver rapidement son intégrité territoriale et à organiser des élections libres et transparentes. Au même moment, la Banque africaine de développement annonce la reprise effective de ses activités avec la prise des fonctions de sa représentante dans notre pays. Information rendue publique aujourd'hui au cours des audiences que le président de la République par intérim et le Premier ministre ont accordé au secrétaire d'État au développement du Danemark et au directeur des opérations de l'Afrique de l'Ouest de la BAD, Ibrahim Traoré. La Banque africaine de développement concrétise la reprise de sa coopération avec le Mali. Son directeur chargé des opérations de l'Afrique de l'Ouest est venu présenter au président de la République par intérim et au Premier ministre la toute nouvelle représentante résidente de la banque au Mali, Mme Garnim Ganga Hélène, est tchadienne et a déjà pris fonction depuis quelques jours. La rencontre avec les autorités maliennes a notamment porté sur les priorités par rapport à l'utilisation des ressources en 2013. Il a été aussi question des propositions de restructuration du portefeuille du Mali.
Alors le portefeuille actif au Mali, c'est à peu près 260 milliards de francs CFA. De projets en cours. La moitié a déjà été dépensée, donc il reste à peu près 130 ou 140 milliards à mettre en œuvre. Là-dessus, il y a beaucoup d'activités. Il y a un portefeuille agricole qui est important. On travaille aussi beaucoup dans l'alimentation en eau. Et on a aussi des aides budgétaires et comme vous le savez, à Bamako en particulier, on travaille aussi dans le secteur des routes. Bon, j'en oublie certainement, mais on va continuer probablement dans toutes ces directions-là à l'avenir en essayant d'être le plus efficace possible. Autre personnalité reçue, I.B. Petersen, secrétaire d'État du développement du Danemark. Le pays entend aider le Mali à reconquérir rapidement le Nord et à bien conduire la transition vers des élections libres et transparentes. Nous soutenons les activités nationales et internationales afin de ramener la stabilité au Mali et principalement dans le nord du Mali. Le Danemark est encore un partenaire très engagé. Nous avions suspendu notre aide, mais nous continuons nos activités avec le Mali. Actuellement, nous soutenons la formation, les formations occasionnelles, l'éducation et également nous apportons de l'aide aux petites entreprises pour que les gens commencent à travailler. Nous soutenons la bonne gouvernance et la démocratie. Nous sommes en train de voir comment soutenir, comment intervenir maintenant pour la restauration au Mali. Le Mali et le Danemark entretiennent de bonnes relations depuis de nombreuses années et cela dans divers domaines. Les deux pays entendent intensifier cette coopération pour le bonheur des populations. Au courrier départ de la présidence de la République, ce message de félicitations du président de la République par intérim, professeur Dionkunda Traoré, à Sa Majesté Norodom Chihamoni. Au moment, message ainsi libellé, au moment où vous célébrez la fête nationale de votre pays, il m'est particulièrement agréable d'adresser à votre majesté ainsi qu'au peuple du Cambodge, au nom du peuple du Mali et à mon nom propre, mes très vives et chaleureuses félicitations. Je forme des vœux sincères de santé et de bonheur personnel pour votre majesté, de progrès et de prospérité croissante pour le peuple ami du Cambodge. Je vous prie d'agréer, majesté, les assurances de ma haute considération. À l'occasion du voyage à Abuja au Nigeria du président de la République par intérim, le protocole de la République invite à l'aéroport international de Bamako au Sénou ce samedi 10 novembre 2012 les membres de la délégation présidentielle à 10h, les membres du corps constitué désignés à 10h30. Le décollage de l'avion présidentiel est prévu pour 11h. Le Premier ministre a reçu ce matin le chef d'état-major général des armées, le général de brigade Ibrahima Daïrou Dambélé, qui est venu présenter et expliquer au chef du gouvernement les conclusions des travaux de la réunion du comité des chefs d'état-major de la CEDEAO tenue récemment ici à Bamako. Des conclusions soumises présentement à Abuja au Nigeria à l'appréciation des ministres ouest-africains de la Défense et des Affaires étrangères avant le sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO qui s'ouvre dimanche. Le Premier ministre a réitéré son engagement à tout mettre en œuvre pour accompagner les forces armées de sécurité dans leur mission de défense de l'intégrité territoriale du Mali. Le général de brigade Ibrahima Daïrou Dambélé à sa sortie d'audience au micro de Ibrahim Traoré. Nous sommes venus voir son Excellence Monsieur le Premier ministre pour lui présenter les conclusions des travaux qu'on a eu à faire à l'école de maintien de paix et ces différentes conclusions concernant surtout le concept des opérations conjointes qu'on a tous adopté et ensuite les différentes recommandations et en même temps prendre ces directives. Donc je pourrais dire même que ça a été très intéressant parce qu'il nous a donné ces différentes directives qui nous permettront de peaufiner le travail qui est déjà enclenché. Et il a souhaité de mettre sur place une cellule de communication au fur et à mesure qu'on avancera dans la planification et dans les travaux pour le concept d'opération concernant la reconquête des régions du nord du Mali. Cette cellule se chargera d'informer au fur et à mesure les populations pour savoir ce qu'on est en train de faire comme travail. Nous avons été très satisfaits parce que le Premier ministre nous a témoigné toute sa disponibilité
Et d'ailleurs, on avait certains problèmes. Il nous a immédiatement donné les réponses et il s'est tenu prêt à nous satisfaire dans toutes nos demandes comme besoin. L'Institut des langues Abdoulaye Bari est désormais transformé en Académie malienne des langues. Le ministre de la Promotion des langues nationales et de l'instruction civique a rendu visite au personnel pour le démarrage effectif des activités de cette nouvelle académie. Ici, les difficultés sont multiples. Garibou Pérou. L'Institut des langues Abdoulaye Bari est en pleine mutation. Depuis le 13 septembre 2012, il s'est érigé officiellement en Académie malienne des langues. Cette nouvelle académie a pour mission de concourir à la promotion et au développement de l'ensemble des langues nationales du Mali. La nouvelle académie est passée par plusieurs étapes avant d'être là. De l'ex-DENAFLA en passant par le département de la jeunesse et des sports, de la direction de l'enseignement général. J'ai pu constater les difficultés dans lesquelles les camarades évoluent ici. Les conditions matérielles sont extrêmement difficiles. Des bureaux exigus, le matériel manque. La documentation n'existe pas, il n'y a pas d'équipement informatique, le personnel manque. Il y a de l'espoir parce que le premier signe qu'il indique, c'est la volonté politique exprimée par notre gouvernement en créant un ministère chargé de la promotion des langues nationales. Donc ça c'est le premier indicateur par rapport au changement, n'est-ce pas, par rapport aux langues elles-mêmes. Donc il s'agit pour nous-mêmes de mettre un contenu et d'appréhender cette volonté politique-là. La nouvelle Académie malienne des langues a aujourd'hui un effectif de 53 agents, toutes catégories confondues. Après la visite des locaux, le ministre a rencontré le personnel, rencontre qui s'est transformée en une séance de travail sur l'élaboration de la politique linguistique. Le directeur de l'ex-Institut des langues a fait un bilan synthétique des activités réalisées. Bilan jugé positif par le ministre de la Promotion des langues nationales et de l'instruction civique. Les difficultés du processus électoral en cours dans notre pays et l'impériosité de l'implication des femmes, c'est le thème à l'ordre du jour de l'espace d'information et d'échange sur les élections, organisé par la coordination des associations organisations féminines du Mali CAFO en partenariat avec l'ONU Femmes. Cet espace d'échange permettra aux femmes de s'informer sur le processus électoral en cours au Mali pour leur meilleure implication. À Rachel Tessougué. Les responsables de la coordination des associations et organisations féminines au Mali, CAFO, veulent donner l'opportunité aux femmes de suivre le processus électoral en cours dans notre pays et de s'y impliquer massivement. C'est un espace contact, un espace d'échange, un espace d'information pour les femmes. Nous sommes dans un cadre qui nous exige aujourd'hui de donner l'information appropriée aux femmes. Et ça concerne les élections. Et nous pensons que les femmes, nous sommes sous-informées. C'est pour expliquer aux femmes qu'au Mali, le processus électoral est réglementé par une loi et la loi doit être au-dessus de tout le monde. Donc nous appelons les femmes parce que nous sommes le groupe majoritaire, très généralement sous-informées pour qu'elles puissent avoir l'information appropriée dans un cadre approprié. Le ministère de la Famille, de la Promotion de la Femme et de l'Enfant s'engage à apporter son appui à la CAFO, car les femmes constituent un maillon essentiel de la société. On demande aux autres de nous impliquer. Il ne faut pas attendre qu'on soit impliqué. Il faut qu'on soit là. Il faut qu'on prenne notre place, il faut qu'on joue notre rôle. En tout cas, le ministère de la Famille, de la Promotion de la Femme et de l'Enfant est disponible à vous accompagner. Depuis la création de la CAFO en 1991, elle a toujours favorisé la participation active des femmes dans les instances de décision politique, administrative, économique, sociale, juridique et culturelle. Un nouveau projet pour une plus grande implication des femmes dans le processus de la transition au Mali a été lancé hier après-midi au centre Awa Keïta. Ce projet, d'un coût de plus de 15 millions de francs CFA pour 2 ans, est financé par les Pays-Bas à travers le National Democratic Institute. Il sera mis en œuvre par le groupe pivot Droits et Citoyenneté des femmes. Le dit projet vise comme objectif l'intégration de la dimension genre dans le processus de la transition. Abdraman Maïga. Un projet, une coordination, une dizaine d'activités et 2 mois d'exécution, le tout pour plus de 15 millions de francs CFA. Voilà en substance la constitution du tout nouveau programme d'appui à la participation des femmes dans le processus de la transition.
Ce projet qui vient d'être lancé permettra une plus grande intégration du genre dans le processus de la décentralisation au Mali. Financé par l'ambassade des Pays-Bas à travers le NDI et mis en œuvre à travers le groupe pivot Droits et Citoyenneté des femmes, le présent projet fait suite à un constat. Les femmes, premières victimes de ces atrocités, dignes d'un autre âge, peinent à jouer pleinement leur rôle car elles sont insuffisamment associées au processus de résolution du conflit. En décidant un tel projet au Mali, le groupe pivot Droits et Citoyenneté des femmes ambitionne de donner à la femme malienne toute la place qui lui revient dans la résolution de la crise que traverse le Mali. Une crise dont la résolution, selon ses actrices du développement, passe forcément par leur plus grande implication. Il s'agit pour le NDI d'appuyer le réseau à accompagner la transition malienne dans les objectifs que cette dernière s'est fixés. Et dans cette perspective, il n'y a pas pour nous l'ombre d'un seul doute, parce que les femmes sont les victimes principales de la situation sécuritaire et politique actuelle. La transition malienne a nécessairement besoin de la femme malienne pour qu'elle réussisse. Mesdames, soyez sûrs que dans le combat de la construction du Mali, et particulièrement dans cette phase transitoire que traverse le pays, le ministère de la Famille, de la Promotion de la Femme et de l'Enfant ne ménagera aucun effort pour aider et faire entendre la voix de la femme. Pour la mise en œuvre correcte de ce projet dans notre pays, le groupe pivot Droits et Citoyenneté des femmes entreprendra l'organisation d'une série d'activités, parmi lesquelles des conférences de presse, 3 ateliers de validation, un forum sur la situation des personnes déplacées et les activités de mobilisation sociale et de plaidoyer lobbying, pour ne citer que ceci. Nous sommes avec les femmes et nous y restons. Genre et changement climatique, le thème était au centre d'une rencontre ce matin à Bamako, organisée par le réseau de développement et de la communication des femmes africaines Femnet. Son objectif est de poser les fondements d'un projet visant à accroître la compréhension des liens entre genre et changement climatique en vue d'initier les politiques, stratégies et initiatives contre le phénomène. Fatoumata Kone. C'est dans le cadre de la responsabilité de la participation équilibrée entre hommes et femmes pour la lutte contre le changement climatique que Femnet a organisé cette rencontre. Les participants doivent élaborer un document permettant d'écouter la voix des femmes du Mali. Le dit document doit être entendu à COP18, la conférence des parties sur le changement climatique à Doha, en fin novembre. L'objectif est de poser les fondements d'un projet visant à accroître la compréhension des liens entre genre et changement climatique en vue d'initier au Mali une démarche systématique de prise en compte du genre dans les politiques, stratégies et initiatives de lutte contre les changements climatiques à tous les niveaux. Il est évident que les femmes ont une grande responsabilité dans la gestion de ces causes et effets. C'est pour cela, dans le plan triennal de la politique du genre 2010-2013, des activités et des actions sont prévues pour l'implication des femmes et des filles dans le volet assainissement, déforestation et un certain nombre d'activités. Selon la présidente de Femnet, les effets néfastes du changement climatique influent beaucoup sur la vie quotidienne des femmes. C'est pourquoi il est important, selon elle, de souligner les préoccupations des femmes. Il s'agit du gaz à effet de serre, la déforestation, la pollution, l'élevage et l'agriculture, a-t-elle conclu. Le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le colonel Moussa Sinko Koulibaly, convie les représentants des partis politiques à une séance de travail qui se tiendra ce lundi 12 novembre 2012 à partir de 10h dans la salle de conférence du gouvernorat du district de Bamako. Les insuffisances dans le processus d'élaboration des budgets communaux au Mali, cas des 5 premières régions de notre pays. Le sujet a été évoqué lors d'une conférence de presse ce matin ici à Bamako. Lors de cette conférence, le groupe de suivi budgétaire a relevé des différentes contraintes en la matière. Reportage Tiemogo Konati. Les responsables du groupe de suivi budgétaire, les représentants des élus communaux et de la société civile face à la presse ce jeudi. C'est pour éclairer la lanterne des hommes des médias sur les défaillances constatées dans le processus d'élaboration des budgets au niveau des collectivités. Les insuffisances ont pour nom la faible implication du département des tutelles et de la société civile, le non-respect du calendrier d'élaboration du budget et le manque de formation à l'intention des élus communaux. La première des choses qu'on veut faire, c'est interpeller l'État par rapport
à la visibilité des secteurs sociaux, éducation et santé sur le budget de la commune, parce qu'elle ne se retrouve pas dû à un problème de nomenclature. La conférence s'inscrit dans la suite logique d'une mission d'identification des contraintes dans 30 communes des régions non occupées. Nous avons eu beaucoup de concertations avec les élus pour être sûr que les constats sont réels et réalistes, les recommandations sont pertinentes. Et nous avons écrit au ministère des tutelles. Nous allons continuer le travail technique avec ceux qui sont chargés techniquement de la mise en œuvre de la décentralisation. Le ministre des tutelles se réjouit de l'initiative qui, selon lui, constitue un maillon important pour le développement local. Je viens de boucler une série de visites dans le district de Bamako au niveau de certaines collectivités, au niveau donc de certaines mairies. Je me suis effectivement personnellement rendu compte qu'il y a beaucoup à faire. Je connais la phase actuelle de notre processus de décentralisation et j'avoue très sincèrement que votre initiative ne fera qu'aider l'État malien à renforcer son processus. La mise en œuvre des résolutions issues des travaux devra aider à apporter des amendements dans l'élaboration prochaine des budgets communaux. Les 263 fonctionnaires radiés de la fonction publique étaient hier face à la presse. À leur côté, le secrétaire général de l'INTM et maître Ali Mohamed Bathily. Leurs avocats, ils comptent utiliser tous les moyens légaux pour arriver à leur fin. Cette rencontre de clarification a un double volet syndical et judiciaire, nous dit Adama Djimde. Les 263 agents radiés de la fonction publique sont regroupés au sein d'une structure dénommée « Touche pas à mon droit ». Ce collectif œuvre pour la défense des intérêts matériels et moraux de ses membres. Ce point de presse qui vise à clarifier la situation de ces derniers a un double volet, une action syndicale et une autre juridique. Selon Maître Bathily, avocat du collectif, la décision du ministre est intervenue en application de l'article 29 du statut général de la fonction publique. Cet article dit qu'on ne peut recruter dans les catégories A, B et C que sur la base d'un concours. Entre-temps, d'autres dispositions ont apparu. Une loi est intervenue en 2009 pour dire précisément qu'il y a une dérogation à l'application de l'article 29 que la fonction publique peut recruter sans passer par le concours. C'est une autre loi qui le dit. Cette loi-là, aujourd'hui encore, au moment où je vous parle, n'est pas abrogée. Cette conférence a été mise à profit par l'UNTM pour préciser sa position sur ce dossier. Jamais cela n'a été. Jamais nous n'avions débattu de ce questionnement-là avant la prise de l'acte. M. Diakité a réaffirmé que son organisation fera tout afin que ses fonctionnaires soient rétablis dans leurs droits. Lancement hier au Conseil national du patronat des travaux de l'étude de 5 projets de textes, tous relatifs à la création d'un guichet unique électronique. Ces projets visent à améliorer les conditions de travail des opérateurs économiques. La rencontre était organisée par le ministère du Commerce et de l'Industrie en partenariat avec le ministère des Postes et des Nouvelles Technologies. Compte rendu, Sokona Kamisoko. Le transport transfrontalier des marchandises est un maillon essentiel dans le rayonnement de l'économie du Mali. Mais force est de reconnaître que les acteurs évoluant dans ce secteur se trouvent confrontés à des difficultés, au nombre desquelles les tracasseries administratives. C'est pour donc trouver des solutions à ces difficultés que le ministère du Commerce et de l'Industrie, en partenariat avec le ministère des Postes et des Nouvelles Technologies, a procédé au lancement d'une étude devant aboutir à l'élaboration de 5 projets de texte. Il s'agit d'un certain nombre de projets de loi d'orientation sur la société de l'information, les transactions électroniques, la cybercriminalité, la protection de données à caractère personnel et la cryptologie. Ces projets, une fois validés, devront permettre la création d'un guichet unique électronique. Le guichet unique électronique du commerce et des transports est une plateforme informatique, un véritable outil de modernisation et de dynamisation permettant aux services techniques et aux opérateurs économiques de travailler tous ensemble en ligne et en même temps. Le G7 permettra de simplifier les procédures en optimisant les coûts et les rendements
par la mutualisation et le partage des informations en un laps de temps très court et sur un large éventail. Ces projets de texte dépassent de loin l'encadrement juridique dont le guichet unique électronique du commerce et des transports aura besoin pour fonctionner. Il reviendra après au département de poursuivre l'adoption une fois que les projets de loi seront élaborés. Au cours de cette rencontre, les participants vont se familiariser avec les modules comme la téléprocédure, les contrats de signature électronique et la transaction électronique. La réaction du ministre de la Culture suite au pillage du site archéologique de Gao, Sanei à Gao. Message ainsi libellé des sources concordantes nous informe de l'intensification du pillage du site archéologique de Gao, Sanei à Gao. Il est à noter que ce site est juridiquement protégé par l'arrêté numéro 4179 du 16 décembre 1954 prononçant inscription des monuments naturels et sites relevant du ministère de la France d'Outre-mer. Cet acte répréhensible commis par les gens sans égard pour notre patrimoine culturel continue d'être impunément mené sur le site. Le ministère de la Culture en appelle à l'arrêt immédiat de ce vandalisme et condamne avec la dernière rigueur le pillage de ce haut lieu de mémoire, ancienne capitale du royaume Songwe. La Caisse malienne de sécurité sociale rencontre des difficultés dans le recouvrement des cotisations des fonctionnaires des collectivités territoriales. Elle a à cet effet organisé hier une causerie débat avec ses affiliés sur l'ensemble du territoire pour qu'ils puissent bénéficier d'une retraite paisible. C'est ce que nous dit Mamourou Sidibé. Cette causerie débat des agents de la Caisse malienne de sécurité sociale avec ses affiliés avait pour but de briser le silence sur les difficultés de recouvrement. Cela afin que les prestataires prennent conscience de l'importance de la cotisation dans le paiement de la pension. Pour les organisateurs, il y a des difficultés dans le versement des cotisations depuis l'adoption de la loi d'affiliation des fonctionnaires des collectivités territoriales. Les cotisations sont prélevées sur le salaire de tous les fonctionnaires. Mais la portion la plus importante aujourd'hui, c'est celle qui a, avant d'être fonctionnaire, qui était sous un autre statut, le statut contractuel. Ces fonctionnaires, en son temps, ont cotisé à l'INPS. Et aujourd'hui, ils sont sous le statut de la fonction publique. Ils doivent cotiser désormais à la caisse. Les cotisations versées à l'INPS doivent être transférées au niveau de la caisse. Donc cette portion de fonctionnaires est beaucoup plus concernée par le suivi, par leur implication dans le dispositif. À l'issue des débats, des résultats ont été enregistrés. Des séances de travail sont prévues avec l'INPS, les collectivités territoriales, tous ceux qui interviennent dans la gestion de la sécurité sociale pour garantir une retraite paisible aux travailleurs. La Caisse malienne de sécurité sociale a organisé cette causerie débat simultanément dans toutes ses structures concentrées. Après la fermeture de certaines boulangeries, le président du syndicat patronal des boulangeries du Mali a décidé de rencontrer ses membres. Objectif, sensibiliser les boulangers par rapport à la mesure prise par l'État. Au cours de cette rencontre, le président du syndicat a invité ses militants au respect des règles, notamment d'hygiène au sein des boulangeries et le poids du pain. Il a également invité les propriétaires des boulangeries de chercher tous les documents nécessaires pour être dans les normes. Écoutons Habib Koulibaly, président du syndicat patronal des boulangeries du Mali. Il est interrogé par Moussa Fane. Il y a quelques jours, la DNC a fermé les boulangeries. À cet effet, on a rencontré le ministre qui nous a accordé une audience et qui nous a dit vraiment cette action, c'est pour vraiment régulariser la situation de la boulangerie au Mali. Vraiment, l'action qu'ils ont menée, ce n'est pas parce qu'on est contre, mais tout simplement, c'est parce qu'ils ne nous ont pas avertis pour faire cette action. Parce que déjà, il y a un groupement pour les boulangers. D'accord, ça s'est fait, mais on a eu quand même une bonne ministre qui nous a bien compris pour nous dire vraiment ce n'est pas fait pour nous embêter ou pour autre chose, mais c'est pour la bonne marche de notre boîte même. Et on l'a compris parce que tout ce qu'on a demandé comme doléance avec le ministre, il nous a accordé. La seule chose que je demande à mes collègues boulangers, c'est les boulangers qui ne sont pas en règle n'ont qu'à essayer de se mettre en règle avant l'ouverture de leur boulangerie. Parce que vraiment,
le ministre nous a rassurés en nous disant que vraiment chaque fois qu'on dépose une demande d'autorisation pour se régulariser, ça ne va pas dépasser 48 heures. Quelque chose qui prenait 10 jours, 20 jours, s'il nous donne 48 heures pour nous régulariser, je crois que c'est un geste salutaire. Je rassure, on ira vraiment aux besoins du consommateur malien. Une femme honorée, c'est la Rwandaise Scholastique Mukasonga qui a remporté le prix Renaudot 2012 pour son livre La Dame du Nil, livre dans lequel elle raconte les prémices de la tragédie qu'a connue son pays. Journée marathon pour Scholastique Mukasonga. La romancière rwandaise a laissé sa Normandie d'adoption et se rend à RFI pour l'émission d'Yvan Amar, La danse des mots. Elle va multiplier les interviews pour une bonne cause. Elle vient de recevoir le prix Renaudot pour La Dame du Nil. Une surprise, Scholastique Mukasonga ne figurait pas dans la sélection. Je me suis pincée pour être sûre que je suis bien réveillée. Mais comme ça m'a été annoncé directement par Antoine Galimard, je ne pouvais pas dire que c'était une blague, loin de là. Hein. C'était sérieux. Mais c'est ma personne, où je me posais la question, c'est ma personne, et si vraiment, tellement j'avais souhaité ce prix, j'y avais cru. Notre-Dame du Nil est sorti chez Gallimard en avril dernier. C'est le 4e livre de Scholastique Mukasonga, mais c'est son premier roman. Elle y raconte les prémices de la tragédie rwandaise, la montée de la haine dans les années 70, à travers l'histoire de jeunes filles dans un lycée, Notre-Dame du Nil. Scholastique Mukasonga vivait en France au moment du génocide, mais elle a perdu 30 membres de sa famille. Que ce soit avec des nouvelles ou avec ce roman, l'auteur Tutsi continue de retracer le fil de la tragédie. Je vivais dans une région où depuis 1973, les parents ont dit tuer la mémoire de ce qui va arriver. Parce que pour eux, à partir de 1973, le génocide qui est arrivé en 1994, pour eux, il pouvait arriver en 1973. Et il y a eu des épisodes où c'était des mini-génocides, j'appelle des mini-génocides, mais ils savaient bien qu'à un moment donné, il y aura l'extermination qu'on appelle en Kinyarwanda ou Tsemba, qu'on va vraiment éradiquer les Tutsis. Tout était là, ça montait. Donc, j'avais vraiment la mission d'être la mémoire de ce peuple qui était donc voué à la disparition. Scholastique Mukasonga est le 5e auteur africain lauréat du prix Renaudot, une récompense de plus pour un roman qui a déjà reçu le prix Amadou Kourouma. Voilà, nous revenons sur ce communiqué à l'occasion du voyage à Abuja au Nigeria du président de la République par intérim. Le protocole de la République invite à l'aéroport international de Bamako-Sénou demain samedi 10 novembre 2012 les membres de la délégation présidentielle à 10h, les membres des corps constitués désignés à 10h30 et le décollage de l'avion présidentiel est prévu pour 11h. L'Institut français du Mali a lancé hier soir le mois du documentaire sur le fleuve Niger. Ce projet, baptisé Cinefleuve, proposera aux cinéphiles bamakois une douzaine de films consacrés à ce grand fleuve qui traverse une bonne partie de l'Afrique de l'Ouest. Cette manifestation inédite est une initiative de l'ex-CCF en partenariat avec l'Institut de recherche pour le développement au Mali, IRD. L'ouverture a été marquée par la projection d'un documentaire de 52 minutes intitulé, bien évidemment, Le fleuve Niger. Est-ce que cet élément, on pourra l'avoir en ce moment? Oui, il est prêt et c'est un reportage de Modibo Soirée. Pendant un mois, l'Institut français du Mali projetera une série de documentaires consacrés au fleuve Niger. Cinefleuve est un projet qui met en exergue la beauté de ce majestueux fleuve qui prend sa source en Guinée-Conakry et se jette dans l'océan Atlantique au Nigeria. Depuis quelques années, le réseau culturel français est invité à organiser pendant le mois de novembre d'habitude un mois du film documentaire. Donc on ne l'avait pas encore fait ici et donc cette année, après avoir présenté il y a quelques mois d'ailleurs un film malien qui s'appelle Terre Verte qui parle du Niger, j'ai eu l'idée, je me suis dit mais pourquoi ne pas organiser un mois documentaire ici à Bamako dont le thème serait le fleuve Niger. Le documentaire intitulé Le fleuve Niger donne ainsi le top départ de ce mois du cinéma. De nombreux chercheurs participent à des programmes de recherche pluridisciplinaires sur le fleuve Niger et sur la gestion des ressources plus largement.
Et donc il était intéressant, justement le film aujourd'hui parle de l'empreinte sur le Niger, et là justement ces moments qui sont partagés par des scientifiques dans des situations qui sont imposées par la science, dans des conditions qui sont imposées par la rigueur scientifique, sont souvent des moments forts. Il est intéressant de le faire savoir au public. Écrit par l'académicien français Éric Orsena et réalisé en 1996 par son compatriote Joël Calmette, ce film déroule le journal de bord imaginaire d'un voyageur parti sur les traces de René Caillé, le premier Européen à avoir pénétré dans Tombouctou. Tourné à bord du bateau, le Tombouctou, cette lourde caravane flottante transporte près de 600 passagers. Ces anonymes qui s'effacent dans la nuit au cours d'improbables aventures sur des plateformes précaires surgies de nulle part. Prendre ce bateau qui traverse le fleuve, au moment où le fleuve est encore étroit, avant qu'il s'élargisse dans le delta central du Niger, du lac d'Ebo, et puis ensuite qu'il va mourir un petit peu. On croit qu'il meurt le fleuve quand il va mourir dans les dunes. Et donc montrer cette arche de Noé, cette force de vie d'un bateau et de l'eau. Et ça veut dire des femmes qui font la cuisine, ça veut dire des gens qui dansent la nuit sur le bateau, ça veut dire des femmes qui s'approchent pour vendre, ça veut dire des commerçants, des fonctionnaires qui naviguent. Ça veut dire la vie. Au-delà de la géographie et de l'histoire, le réalisateur du film, à travers son voyage, rend compte du véritable talent du fleuve Djoliba, celui d'unifier pacifiquement une multitude de peuples, riches ou pauvres, nomades ou sédentaires, qui, de Bamako à Gao, vivent par et pour le fleuve. À l'issue de la projection, notre cinéaste du jour s'est prêté aux questions de l'assistance. Des échanges qui ont permis au public d'être éclairé davantage sur le film ainsi que sur d'autres aspects de ce cours d'eau. Un trésor à protéger absolument le fleuve Niger. Fin de ce journal. Le prochain rendez-vous avec les informations, c'est demain 13h avec Ndeye Sissoko. À 20h, Sira Bachili. On n'oublie pas nos compatriotes des régions du nord du Mali vivant sous occupation. Merci et bonne suite de programme sur l'ORTM. Au revoir.